Le mois dernier, je vous ai parlé des yokai dans l'art, mais je ne m'étais pas assez penché sur les films d'horreur. J'en ai mentionné quelques-uns, comme évidemment la trilogie des yokai, mais aussi Death Kappa ou encore Black Cat Mansion. Et donc j'ai vu ces films et quelques autres en plus pour voir pourquoi les yokai sont aussi présents sur nos écrans. Et si jamais vous n'êtes pas familier au terme et à l'univers des yokai, je vous invite à aller voir ma vidéo Les yokai dans l'art. Pour commencer ce sujet, j'ai abordé une saga dont j'ai déjà beaucoup parlé dans ces dernières vidéos. Le Nopperabo se dessine dans l'obscurité des récits comme une énigme visuelle. Son aspect initial, semblable à celui d'un être humain ordinaire, masque une singularité troublante. Un visage dénué de traits distinctifs, une surface lisse et vide, comme si l'expression avait été effacée par une force mystique. Cette créature, plus illusion que yokai à part entière, fascine par sa capacité à susciter crainte et étonnement chez ceux qui croisent sa silhouette éthérée, tissant ainsi une légende faite d'apparences trompeuses et de mystères insaisissables. Le Kazaobake, joyau éclatant du bestiaire japonais, incarne la métamorphose inattendue et la vie animée d'un objet inanimé. Ce yokai, issu du folklore ancestral, tire son essence de l'extraordinaire transformation d'un vieux parapluie, prenant vie sous la forme d'une créature à la fois comique et mystérieuse. Son apparence surprend par sa singularité, un parapluie traditionnel japonais, doté d'un unique œil et d'une langue pendante, lui conférant une personnalité ludique et enjouée. Bien loin de l'aspect menaçant de certains yokai, le Kazaobake évoque plutôt un esprit farceur s'amusant à bondir et à sautiller, tel un acrobate fantaisiste. À travers les âges, cette étonnante apparition est demeurée une figure adorée du folklore, symbolisant la vivacité d'un monde où même les objets les plus ordinaires peuvent revêtir une existence fantasmagorique, offrant ainsi un souffle d'émerveillement et de fantaisie dans les légendes du Japon. La Futakushi Onna incarne la dualité intrigante entre la féminité et l'étrangeté surnaturelle. Son apparence initiale, semblable à une femme ordinaire, dissimule un secret étrange et captivant. Une seconde bouche, dissimulée à l'arrière de sa tête, entourée de longues mèches de cheveux, avidement affamée et insatiable. Ce yokai, littéralement traduit par « la femme à deux bouches », captive l'imagination par son existence insaisissable et ses récits mystérieux. La bouche cachée, animée et souvent décrite comme dévorante, évoque une dualité perturbante entre la douceur de l'apparence féminine et la voracité inattendue de son aspect surnaturel. Futakushi Onna demeure ainsi une représentation frappante de la dualité humaine, explorant la dichotomie entre l'apparence extérieure et les mystères cachés à l'intérieur, offrant une perspective fascinante sur les aspects occultes et les récits surprenants du folklore japonais. Le Rokurokubi se dresse comme une étrange fusion entre l'humain et le surnaturel. À première vue, cette créature semble être une femme ordinaire, mais sa particularité réside dans sa capacité à allonger son cou de manière extraordinaire, permettant à sa tête de s'éloigner de son corps dans des proportions étonnantes. Cette capacité unique, souvent décrite comme une manifestation nocturne, évoque à la fois la fascination et l'effroi. Les récits entourant le Rokurokubi explorent les facettes de l'extraordinaire, révélant une dualité entre l'apparence humaine conventionnelle et la capacité déconcertante de cette créature à transcender les limites physiques. La présence de ce yokai dans les légendes japonaises incarne ainsi une exploration de l'étrange et du mystérieux, offrant un mélange captivant entre la forme humaine familière et les éléments surnaturels, élargissant ainsi les frontières de l'imagination et de la fascination pour le folklore ancien. Le Norikabe se présente comme une entité aussi énigmatique que déconcertante. Cette créature, bien que dépourvue de forme physique discernable, est décrite comme un mur invisible surgissant subitement pour bloquer le chemin des voyageurs égarés. Bien que semblant être une barrière insurmontable, le Norikabe ne possède pas d'aspect véritablement effrayant ou malveillant. Son rôle se limite à créer une illusion d'obstacle, provoquant ainsi la confusion chez ceux qui le rencontrent. Cette curieuse manifestation du folklore japonais symbolise de façon métaphorique les difficultés et les épreuves imprévues de la vie, représentant une énigme tout aussi fascinante que déroutante dans les récits légendaires. Le Norikabe incarne ainsi l'aspect subtil du mystère dans les mythes, où même l'apparence la plus ordinaire peut dissimuler une énigme insaisissable. Après cette longue partie bestiaire où j'ai présenté 5 yokai importants dans la saga des yokai, maintenant on va voir la place de ces créatures folkloriques dans le cinéma d'horreur. Alors déjà, oui, c'est dans le titre, donc on peut supposer qu'il s'agit d'un thème assez important. Et puis le mois dernier, j'ai carrément dédié une vidéo sur ces films.
Donc alerte spoiler, oui, il y a des yokai. Et le fait qu'il y en ait autant est vraiment cool, car eh bien ça montre une certaine richesse et ça permet de se pencher sur chaque yokai du film. Et ce film est important dans la culture et dans son impact, car par exemple pour le Kazao-bake, qui maintenant a presque comme image officielle celle du film. Et puis il a été rebooté en 2005 et a eu une suite en 2021. Mais je ne fais que me répéter, donc je vous propose de passer au prochain film parce que bon, se répéter, ce n'est pas intéressant. Iruko the Goblin, réalisé en 91 par Shinya Tsukamoto, se positionne comme un exemple distinctif du cinéma japonais, mêlant habilement les yokai au contexte du cinéma d'horreur. Ce film se distingue par sa capacité à présenter ces entités mythiques du folklore japonais dans un cadre contemporain, tout en explorant de manière novatrice et parfois dérangeante leur influence sur le genre de l'horreur. Le réalisateur déploie une approche artistique ingénieuse en fusionnant différents éléments narratifs, allant de la poésie à des scènes de gore à la manière de Cronenberg. Cette combinaison singulière crée une œuvre cinématographique immersive et riche en nuances. L'histoire suit un professeur confronté à des gobelins et à d'autres êtres surnaturels après la réouverture d'une ancienne tombe, offrant ainsi un terrain fertile pour l'émergence des yokai dans un contexte horrifique et fantastique. L'ingéniosité du réalisateur réside dans sa capacité à intégrer ces monstres de manière à exploiter leur potentiel à instaurer la peur et la fascination. Ces créatures, souvent associées à des récits mystérieux et parfois effrayants dans la culture japonaise, prennent vie dans Iruko the Goblin, sous une nouvelle lumière, révélant leur versatilité narrative. Les yokai deviennent des catalyseurs pour un large éventail d'émotions, allant de l'étonnement à l'effroi, ce qui témoigne de leur puissance évocatrice dans le cadre du cinéma d'horreur. Utiliser ce film comme un prisme pour étudier la place des yokai dans le cinéma d'horreur japonais s'avère hautement pertinent. Il offre une exploration fascinante de la façon dont ces figures folkloriques traditionnelles sont habilement adaptées et intégrées dans un contexte contemporain pour créer des expériences cinématographiques complexes et captivantes. Il souligne la capacité des yokai à transcender leur origine culturelle pour devenir des éléments narratifs universels dans le domaine du cinéma d'horreur. En somme, ce film constitue un exemple remarquable de la façon dont les yokai sont utilisés pour susciter des réactions émotionnelles intenses et pour enrichir la narration dans le cinéma d'horreur japonais. Il illustre brillamment la manière dont ces créatures mythiques continuent de captiver les spectateurs tout en offrant une perspective éclairante sur leur rôle dans la construction de récits horrifiques contemporains. La duologie des Kibakishi réalisée par Tomoo Haraguchi, composée de Kibakishi Bako Yokaiden de 2004 et sa suite Kibakishi 2 Bako Yokaiden Recurrent en 2005, offre une vision distincte de l'intégration des yokai dans le cinéma d'horreur japonais. Ces films explorent de manière novatrice le folklore japonais à travers une lentille moderne, offrant une expérience cinématographique captivante et souvent saisissante. Le réalisateur Tomoo Haraguchi opte pour une approche qui combine habilement des éléments d'action, de fantastique et d'horreur, créant ainsi une atmosphère immersive et énigmatique. L'histoire suit Kibakishi, un loup-garou nomade qui se trouve pris entre des humains et des yokai, offrant ainsi un équilibre complexe entre deux mondes. Ce qui rend cette duologie intéressante, c'est sa capacité à présenter les yokai comme des entités complexes, allant au-delà de leur simple rôle de créatures effrayantes. Les yokai dans Kibakishi et sa suite sont présentés avec une profondeur narrative, révélant des aspects de leur personnalité, de leur culture et de leur motivation. Cette approche plus nuancée permet d'explorer la dualité entre le bien et le mal, offrant ainsi une vision différente de ces êtres surnaturels. L'utilisation des yokai dans ces films joue un rôle crucial dans la construction d'un monde où l'humain et le surnaturel s'entremêlent. Les créatures mythiques ne servent pas seulement d'éléments effrayants, mais contribuent également à tisser un récit complexe et riche en nuances, explorant les thèmes de l'identité, de l'acceptation et de la coexistence entre différentes entités. Ces films, dans le contexte du cinéma d'horreur japonais, permettent de mettre en lumière la manière dont ces films utilisent les yokai pour créer une atmosphère de mystère et de tension, tout en explorant des questions plus profondes sur la nature humaine et surnaturelle. Ces films offrent une perspective riche sur le rôle évolutif des yokai en tant qu'élément narratif complexe et stimulant dans le cinéma d'horreur contemporain. Cette duologie représente une étude fascinante de la manière dont les yokai sont intégrés et exploités pour enrichir la narration et susciter des réactions émotionnelles intenses. Ces films témoignent de la capacité des créatures mythiques à transcender les frontières du folklore pour devenir des acteurs clés dans la construction du récit cinématographique immersif et captivant.
Le kappa, figure emblématique du folklore japonais, incarne l'essence mystérieuse d'une créature aquatique ancestrale. Selon les récits anciens, cette entité se présente sous la forme d'une sorte de tortue humanoïde, dotée d'une cuirasse aqueuse et d'une cavité sur la tête contenant de l'eau, source de sa vitalité. Ce légendaire être amphibie réside principalement dans les eaux douces, où il se livre à des farces ludiques ou parfois à des actes malicieux envers des voyageurs égarés ou les imprudents s'aventurant près de ces domaines. Toutefois, au-delà de ses traits facétieux, le kappa est décrit comme une créature ayant ses propres codes d'honneur et de conduite, pouvant offrir des connaissances médicales en échange de respect et de politesse. Doté d'une force physique surprenante et de compétences dans l'art du sumo, le kappa est également réputé pour sa voracité envers le concombre, une faiblesse souvent exploitée pour se prémunir contre ses caprices. Ce gardien des cours d'eau, mêlant ruse et traits reptiliens, demeure une figure incontestable du folklore nippon, incarnant la dualité entre la malice espiègle et les codes de conduite qui guident ses interactions avec les êtres humains. On a souvent été habitué aux gentils kappas, mais là on a un kappa qui tue des gens et qui se met à danser. Franchement, je m'attendais à rien en voyant ce film, mais je me revois mourir de rire devant des scènes absurdes, faisant que ce film m'a marqué. Godzilla et King Kong ne sont plus, et le kappa est là pour taper du méchant. Et ça marche! Pourquoi? La suspension de crédulité. J'en parle jamais en vidéo, mais c'est important pour un film. Pour ceux qui ne savent pas, cela consiste à accepter durant la durée du film que ce qui s'y passe est crédible dans cet univers, alors que dans le nôtre non. Un exemple d'un bien réussi et d'un raté, Les Griffes de la Nuit. On accepte qu'un mec tue dans les cauchemars les gens et que cela se répercute dans la vraie vie. Là où ça ne marche pas, Ghoulies. Ou voir des sous-gremlins aller à l'école, ben non. Le film n'arrive pas à le rendre crédible. Et là, la suspension de crédulité marche pour Death Kappa, car le film ne se veut pas sérieux et les acteurs en jouent, faisant que même eux sont dépassés par les agissements du kappa durant tout le film. Exceptionnellement, j'ai envie de comparer ce film avec un film non horrifique pour montrer le contraste que la créature du kappa a pu nous offrir dans le cinéma. Pour plusieurs personnes de ma génération, un film avec un petit kappa nous avait tous marqués. Je parle de Un été avec Kou. Dans ce film très poétique, on suit un petit kappa qui a perdu toute sa famille à cause des humains et il apprend à devoir leur faire confiance. Le début du film est traumatisant, mais le film est magnifique, chargé d'un joli message envers notre humanité, malgré qu'elle soit, à mon sens, pourrie jusqu'à la moelle. Et Death Kappa renforce ce message en montrant un kappa tueur qui est adopté par des humains et il fera tout pour les sauver. Nous sauver nous, les ratés. Le Bakeneko, créature issue du folklore ancestral japonais, revêt l'apparence d'un chat domestique très énigmatique. À l'orée de son existence, cet être félin, ayant atteint un âge vénérable ou vécu dans des circonstances singulières, se métamorphose en une entité surnaturelle. Doté de pouvoirs insolites et parfois malveillants, il se distingue par sa capacité à prendre forme humaine. Sa ruse sans égale et son habileté à manier les arts occultes demeurant ainsi une énigme entre le charme félin et les mystères du surnaturel. Eh oui, on parle d'un des yokai les plus importants de la culture. Il a inspiré Mentally de Pokémon par exemple, et il a donné lieu à ce film en 58. Oui, il date un peu ce film, mais justement, c'est assez intéressant pour ça. Il parle de yokai alors qu'il est plus vieux de 20 ans que le deuxième film le plus ancien du corpus. Et le premier film d'horreur traitant de ce yokai daterait de 38 sous le nom de Kaibyo Nazo no Shamisen. Mais pourquoi le Bakeneko est intéressant? Car le fait qu'un chat, animal de compagnie assez répandu, est capable de prendre forme humaine et de faire du mal aux hommes, permet de rentrer dans une sorte d'intimité. Car oui, les chats ont toujours eu ce côté intime et assez accessible à notre vie privée. Et beaucoup de films en jouent comme Strays, où on peut voir sur l'affiche un chat regardant dans le crâne. Eh bien, ce manoir aussi a fait ça, et ce bien avant lui, quand même 40 ans avant. Et ça marche, surtout le côté noir et blanc, pouvant renforcer l'intime grâce aux peu de nuances discernables dans le film, car ça donne l'impression qu'il est fait toujours nuit et c'est le moment où nous, simples humains mortels, sommes les plus vulnérables et où nos sens sont les plus affaiblis, et plus particulièrement la vue. Mais nous avons une antithèse avec le film House sorti en 77. Mais en quoi est-il une antithèse? Car déjà il est full couleur, on a plus ce détail intime. Mais nous avons du flashy. Et surtout, bien que le film traite aussi du Bakeneko, nous voyons aussi un côté très déluré et très spécial dans son esthétique, montrant un côté étrange tel les yokai.
Je voulais finir avec ce film car il représente bien les yokai, des êtres mystérieux et étranges à la limite du compréhensible, mais surtout des êtres fourbes et voulant faire du mal aux autres. Eh bien oui, le cinéma arrive à faire quelque chose qui marche avec le concept de yokai, et heureusement, ces créatures ont un univers tellement riche qu'on pourrait faire des centaines de films dessus sans épuiser le sujet. Et l'horreur s'y porte bien, car les yokai ont un côté inquiétant. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas tout ce qui nous entoure. Et les yokai sont là pour tout nous expliquer, à nous, qui cherchent à rationaliser tout ce qui nous entoure, mais on a réussi à faire de ces êtres une sorte de figure de l'horreur cinématographique. Et je suis sûr que les yokai ont encore de beaux jours dans nos écrans. Les yokai, dans le panorama cinématographique de l'horreur japonaise, dépassent la simple représentation de créatures fictives. Leur présence évolutive depuis les films d'époque jusqu'aux productions contemporaines témoigne de leur capacité à incarner bien plus que de simples éléments horrifiques. Ils se révèlent être des vecteurs narratifs riches et captivants. Ces entités surnaturelles, issues du folklore japonais, ont su transcender les écrans pour s'imposer comme des figures incontournables du cinéma d'horreur. Leur évolution au fil du temps, leur capacité à susciter une gamme d'émotions allant de la fascination à la terreur, souligne leur importance dans la construction de récits cinématographiques complexes. En projetant des mythes ancestraux dans un cadre cinématographique contemporain, les réalisateurs ont su exploiter l'intrigue et le potentiel horrifique des yokai. Leur apparition récurrente dans des films tels que Iruko ou la duologie Kibakishi illustre parfaitement leur adaptabilité et leur capacité à stimuler l'imaginaire du public. En somme, ces créatures mythiques continuent de marquer leur empreinte dans le cinéma d'horreur japonais en offrant des récits riches en nuances, oscillant entre terreur et fascination. Leur place prépondérante dans ce genre cinématographique ne cesse de confirmer leur statut d'icône indissociable du paysage cinématographique japonais. J'espère vous avoir donné envie de découvrir des films et même de vous pencher sur les créatures fascinantes que sont les yokai. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo et à laisser un petit like, car cela fait toujours plaisir. Commentez ce que vous avez vu de la liste ou vous comptez voir, et dites-moi les films que vous vouliez voir dans cette vidéo. De plus, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité des vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.